Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, c'est un plaisir pour nous d'être accueillis chez vous pour cette nouvelle émission de Congo-Kinshasa vue de Bruxelles. Congo-Kinshasa vue de Bruxelles, pourquoi? Vous le savez, Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique, notre ancienne métropole. Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Et il est difficile qu'un homme politique congolais ne soit de passage en Europe, ne passe pas par Bruxelles. Et donc, pour aujourd'hui, nous accueillons une personnalité que vous connaissez sans doute, c'est Monsieur François Mwamba Tshimbi. Monsieur François Mwamba Tshimbi, bonjour. Bonjour, bonjour Monsieur Fita. Et Monsieur François Tshimbi, notre collègue de tous les jours, Boudon Ambaweti, va vous le présenter, va vous donner une petite biographie assez succincte. Monsieur Ambaweti, à vous. François Mwamba Tshimbi est né en mars 1951. Il a fait des études de sciences financières et économie de développement à l'ICHEC. Il a été sur le plan politique d'abord représentant de l'UDPS en France. Ensuite, il a rejoint le MLC de Jean-Pierre Bemba où il a gravi tous les échelons pour devenir secrétaire général du MLC. Après, dans le gouvernement de transition 1+4, on le retrouve comme ministre du budget, donc de 2003 à 2006. Mais revenons un peu en arrière, en octobre 1991, il était déjà ministre de l'économie dans le gouvernement éphémère de M. Mungu Diaka. Donc nous revenons à la transition 2003-2006. Il a été par la suite député national et en dernier lieu responsable du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba jusqu'à sa démission en juillet 2016. Est-ce qu'il y a un détail qu'on a oublié? Non, mais merci pour cette présentation. J'ai bien compris que c'était un résumé, oui, puisque en réalité, les années 90 ont non seulement été le moment où, pour la première fois, j'avais été nommé par le maréchal Mobutu. Je n'avais rien à voir avec M. Mungu Diaka, que j'ai découvert à l'occasion de la prestation de serment. Je ne connaissais pas M. Mungu Diaka avant cela. C'était donc le maréchal Mobutu. J'insiste là-dessus simplement pour indiquer que je suis resté dans cette position-là pendant plus de 5 ans, puisqu'après ce gouvernement, j'ai été conseiller personnel, ministre conseiller personnel pendant 5 ans, en d'autres termes, jusqu'en 1996. Voilà. Et on doit ajouter que vous êtes fondateur du parti ADR, qui veut dire Alliance pour le développement et la République. Tout à fait. Apparemment, il y a du schisme au sein de votre parti. Vous vous disputez la présidence avec Louis Montiri. Je ne me dispute rien avec personne, dès lors que la personne que vous indiquez a été un camarade, un compagnon de lutte lorsque nous étions au MLC, où j'ai été moi-même secrétaire général. La personne que vous indiquez m'a suivi lorsque, en 2006, j'ai, avec d'autres camarades, avec d'autres élus, avec d'autres compagnons ex-MLC, créé la plateforme ADER. Au départ, donc en 2006, ADER est une plateforme. Et la personne que vous indiquez en faisait partie. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il est tenu debout de Goma. Pourquoi vous n'osez pas citer son nom? Vous l'avez fait, vous le faites très bien. Non pas en rajouter. Je voulais simplement dire que lorsque, en 2006, au mois de juillet, je crée ADER, parti politique, la personne que vous indiquez, l'a appris à la radio ou à la télévision. Donc, je ne me dispute donc rien avec personne. Vous parlez des gens qui n'ont jamais, d'une manière ou d'une autre, fait partie de ce que je dirige aujourd'hui, à savoir ADR, parti politique. Merci bien, Monsieur François Mwamba, pour cette entrée en matière. Et vous le savez comme nous,
notre pays traverse une période cruciale. Et si on était des devins, on aurait même eu peur de voir ce qui pourrait arriver à notre pays dans les mois et les jours à venir, parce que 4 mois après la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, on a l'impression de tourner en rond. Et vous, personnellement, quelle est votre lecture de ces 4 premiers mois de 2017, l'année où il devrait y avoir des élections, avec M. Joseph Kabila à la tête du pays et un Premier ministre désigné par le Rassemblement? Oui, merci de me donner cette occasion et avec votre autorisation, je voudrais quand même planter le décor d'une manière qui puisse être intelligible et compréhensible par ceux qui nous suivent. Puisque cet accord, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, ça a été l'aboutissement d'un cheminement qui, en ce qui me concerne, démarre en 2014. Je sais bien qu'on est en 2017 aujourd'hui, je parle de 2014. J'étais encore au mécanisme en tant que coordonnateur. C'est en cette année-là, au mois d'août, le 20 août exactement, je me trouvais pour des raisons de service à Luanda. Et le président Kabila venait là pour un sommet dans le cadre de la CIRGL. Et c'est à cette occasion que j'ai demandé à lui parler en aparté, puisque c'était une grosse délégation avec des ministres et tout ça, etc. À cette occasion-là, en 2014, au mois d'août, je lui ai dit que les élections allaient venir en 2016 et qu'à cette occasion-là, le pays n'était pas préparé. Vous, Monsieur le Président, vous n'êtes pas préparé au sens où, en tant que coordonnateur du mécanisme, nous avons une ligne par rapport aux engagements que la République du Congo avait pris au terme de l'accord cadre d'Addis Abeba, la ligne que nous appelons au mécanisme la ligne numéro 6, qui postule réconciliation nationale, tolérance et démocratisation. Il serait temps, lui ai-je suggéré, d'actionner cette ligne-là. À quoi pensez-vous exactement? Pour se réconcilier, il faut bien identifier qui doit se réconcilier avec qui. Et qu'en l'occurrence, il me semblait, et je lui ai dit, nous étions donc au mois d'août 2014, qu'il avait des initiatives à prendre pour une réconciliation avec Étienne Tshisekedi Wamumba, qui, du point de vue de la santé, c'était pas la meilleure période. Hein. Rappelez-vous, oui. En 2014, il avait besoin de soins quasiment tous les jours. Il se trouvait à Bruxelles. Le président Kabila m'a dit ceci. Je ne vous donne pas le feu vert par rapport à ce que vous dites en termes de démarche. Mais vous n'êtes pas au rouge non plus. Prenez là comment dire, il se référait là au feu tricolore. Oui. Vous n'êtes pas au vert, mais vous n'êtes pas au rouge. Disons, c'est comme ça qu'il s'est exprimé, disons que vous êtes à l'orange. Je me rappellerai toujours cette image, puisque je lui demandais ensuite, ça voulait dire quoi exactement être à l'orange? Voici ce qu'il dit. Poursuivez ce que vous avez commencé, puisque je lui ai indiqué que j'étais en contact avec le président Tshisekedi. Mais ne m'impliquez pas. C'est donc là un point de départ, à ma connaissance, lorsque par la suite, le mois suivant, revenant de New York, au mois de septembre 2014, fin septembre, je m'arrêtais ici à Bruxelles, que j'ai eu l'occasion, en ce moment-là, devant d'ailleurs un de ses fils, qui est ici à Bruxelles, Jacques, que je salue au passage. Jacques était là, Félix était à Kinshasa, en présence de Jacques, que je présentais le schéma qui me semblait pouvoir nous permettre de réaliser, d'éviter en tout cas la liquidation du pacte républicain que nous avions si laborieusement conclu, que nous avions conclu à Sun City en 2002-2003, nous en étions, et que donc l'année 2016, dans mon esprit, devait être une année de fête, au cours de laquelle ce qui avait été conclu en 2003, à savoir que la fonction présidentielle de la République du Congo s'exerce au minimum pendant 5 ans et au maximum pendant 10 ans, 2016 nous a mené la première occasion de pouvoir assister d'une manière pacifique, d'une manière programmée, planifiée à la première alternance politique, puisque, je
je le répète et j'insiste, ça voulait dire que le président de la République ne pouvait pas se présenter. Mais ces choses-là, ça se prépare. Le président Tshisekedi m'a dit ceci, puisque vous me dites que vous en avez parlé à Kabila, c'est comme ça qu'il l'appelle, vas-y, quand tu reviens, tu me donneras sa réponse et je te dirai ce que nous allions faire. C'est Jacques qui pose la question, son fils. François, tu n'as pas été très précis en ce qui concerne ton propre rôle. Tu parles du Congo, tu parles de tout le monde, mais tu ne parles pas de toi. C'est là, devant le vieux Tshisekedi, d'heureuse mémoire, que je dirais ceci à Jacques. J'ai été à l'UDPS et je n'ai jamais quitté l'UDPS. Merci de me poser la question puisque le vieux est là. C'est lui qui nous a quittés, nous étions en 88. J'avais adhéré à l'UDPS en 83, lorsqu'on m'avait demandé d'ouvrir la représentation en France qui existe toujours. C'est moi qui l'ai montée, cette représentation, sous la houlette du professeur Dikonda à l'époque, représentant l'extérieur. J'ai dit que je n'avais jamais quitté l'UDPS et que le dernier, alors que tout le monde était parti, les Kibasa, les Ngalula et tout ça, etc., qui était resté à bord comme leader, avait indiqué lui-même, au mois de mai 1988, qu'il arrêtait de faire de la politique, nous laissant un petit peu sur notre faim et toute démarche qui avait consisté à l'époque d'essayer de comprendre davantage où il voulait en venir. Le président Tshisekedi, à l'époque, avait indiqué « j'ai fait mon choix, que chacun fasse le sien ». Et que c'est donc à cette occasion-là qu'il nous a été donné d'écrire au maréchal Mobutu et donc d'être parmi, effectivement, le tout premier de la diaspora à être consulté, vous vous rappellerez, des consultations populaires de l'année 90. Donc voici la réponse que je donne à ce moment-là et que je termine en disant la démarche que je fais maintenant postule, conformément à la feuille de route de l'UDPS signée par le président Tshisekedi lui-même, en février 2015. Voilà, que nous allions... Non, ça c'est une version. La toute première version est des 14. Il y a eu quelques retouches par la suite, notamment celle à laquelle vous faites allusion, en effet. J'indiquais donc que, conformément à cette feuille de route, le chemin critique était très clair. Le président Tshisekedi, qu'est-ce qu'il voulait en réalité? C'est la réparation de 2011. Sous quelle forme? Dialogue. Pour obtenir quoi? Le départ du président Kabila de son fauteuil en tant que chef de l'État, mais que cela se fasse à l'occasion d'un dialogue. Et dans cette feuille de route, il est dit clairement, ça sera un dialogue à deux, Kabila et les siens, moi Tshisekedi, Étienne et les miens. Et la question que je posais concrètement en ce moment-là, dans cette rencontre ici à Bruxelles, fin septembre 2014, était la suivante. Monsieur le Président Tshisekedi, Moukoulumpa, comme j'aimais l'appeler affectueusement, lorsqu'on dit le président Kabila et le sien, on voit très bien de quoi il s'agit, c'est un peu et associé, parce que maintenant on voit qu'un peu n'arrête pas de grossir par ailleurs, tant mieux pour eux, mais lorsqu'on dit dans la feuille de route Étienne Tshisekedi et le sien, on ne voit pas très bien de quoi il s'agit. Est-ce que c'est vous et Jacques ici présents? Est-ce que ça veut dire UDPS ou autre chose? Il m'a demandé des précisions et je lui ai dit que c'est là, à mon sens, postuler la constitution d'une large plateforme qui verrait tout ce que vous, M. Tshisekedi, vous considérez comme étant le vôtre, s'organiser autour de vous. Et j'ai la faiblesse de penser que j'étais en train de décrire là ce qui deviendra par la suite, en 2016, au mois de juin, le rassemblement. Et que donc, voilà un peu le cheminement. Je répète, l'objectif, c'est obtenir, par les dialogues, c'est-à-dire d'une manière apaisée, que le président Kabila puisse quitter son fauteuil. Et c'est puisque, par la suite... Sans élection. Non, le dialogue nous conduit à des élections. À l'époque. Voilà.
C'est bien de demander cette précision. Non, non. 2016, c'est l'année électorale. Oui. Ce qui était devant nous, qui commençait à être une préoccupation, c'est est-ce que ces élections pouvaient se tenir? Si ces élections se tenaient, est-ce que le président Kabila va pouvoir postuler? Voilà, l'enjeu était là. Il s'agissait bien de anticiper sur la nature et le contenu de ces élections. On ne peut pas se poser la question puisque la Constitution était claire. Non, lorsque on est acteur, j'indiquais que j'étais encore au mécanisme, non, lorsque on est dans une position qui permet de comprendre ce que concrètement est en train de se passer. Lorsque je m'adresse en 2014 au mois d'août au président de la République, Joseph Kabila, en ce moment-là, je sais qu'il ne veut pas partir. Je ne suis donc pas ni dans la théorie, ni dans la spéculation. Je sais qu'il considère que les travaux commencés, disons ça comme ça, en son sens, n'étaient pas terminés. Et que donc, c'est pour ça que ça devient une préoccupation. Et c'est pour ça qu'il était nécessaire, à mes yeux, que pour éviter l'implosion du Congo, pour éviter en partie ce que nous vivons aujourd'hui, il fallait du courage et il fallait que le leader naturel de l'opposition puisse devenir l'interlocuteur et que cet aspect-là nous amène à un dialogue dont le double objectif c'est élection, mais des élections auxquelles le président Kabila ne participerait pas. Bon, je n'ai pas été écouté, oui. J'ai donc démissionné puisqu'il était clair qu'il n'y avait pas d'alternative à l'alternance sur base de ce que nous avions fait en 2003. Et que donc, bien d'autres, en ce compris des gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec l'idée qu'il fallait aller à un dialogue, on rejoint cette logique. Je parle du président Katumbi, je parle de gens comme les Martin Fayoulou, de la Dynamique et bien d'autres. Il y a donc eu Genval, et Genval a reprécisé cette ligne-là. Le pouvoir a continué à s'entêter. Vous vous rappellerez les épisodes d'Italie, Espagne, Kojo, Hôtel Béatrice, Cité de l'OUA, Sami Badibanga et aujourd'hui Bruno Tshibala. Donc, autant de tentatives pour essayer de contourner cette idée fondamentale et à mon sens qui n'a pas d'alternative. Nous sommes arrivés au point où la République démocratique du Congo, pour aller de l'avant, il faut le respect de ce qui a été conclu en 2003, à savoir qu'au bout de 10 ans, qui que ce soit n'a pas vocation à demeurer au pouvoir. Il faut donner l'occasion aux Congolais de pouvoir se choisir un autre président de la République. C'est ce que nous avons signé le 31 décembre sous Cinco, in fine, à l'occasion donc de ces dialogues qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à la prophétie du président Tshisekedi, à savoir que c'est entre lui et les siens et le président Kabila et le sien. Ce dialogue a donc bien eu lieu et cet accord est là. Et maintenant le défi, et c'est là que je reviens à la question qui avait été posée, et quelle est l'évaluation 4 mois après? Les choses auraient pu être plus simples s'il y avait eu de la sincérité et du sérieux. Les termes sincérité et sérieux, je les emprunte à Étienne Tshisekedi, qui me le disait, qui me l'avait dit un jour, dans cette affaire, dans ce processus, si tout le monde est sérieux et sincère, François, il y aura non seulement un accord, mais le Congo pourra être sauvé. Il n'y a eu, hélas, ni l'un ni l'autre, de sorte à ce qu'on assiste à quelque chose qui, de mon point de vue, n'est pas une surprise, n'est pas quelque chose qu'il faut, donc par rapport à laquelle il faut donner une autre appréciation, qui est celle qui consiste à dire la lutte doit pouvoir continuer puisque le combat n'est pas terminé et que l'idée que se fait
le président Kabila et le sien, c'est de nous ramener en arrière, de tout faire, non seulement pour essayer de contourner ce qui a été signé au mois de décembre dernier, mais je le dis, leur problème, le problème du président Kabila, son problème fondamental, c'est qu'il a été bénéficiaire de la solution Sun City. Voilà, puisque lorsqu'on dit 5 ans minimum, 10 ans maximum, il a bien fallu résoudre l'autre question lancinante qui allait commencer. Vous vous rappellerez, quelqu'un a parlé ici du 1+4, c'est une décision collective de Sun City qui avait désigné le président Kabila en son temps comme étant celui qui allait commencer en tant que président de la transition, le 1+4. Et c'est dans cette position-là, rappelez-vous, qu'il recrute l'abbé Manu Malou, d'heureuse mémoire, je salue ce frère, et tant d'autres situations qu'il a pu, du fait d'avoir été président de la République, quand bien même il y avait 4 vice-présidents, ça lui a donné le ressort et la possibilité de créer les conditions à partir desquelles il s'est assuré pour les 10 ans. Moi, j'allais presque dire c'est un détail dans la vie d'une nation. Qu'est-ce que c'est 10 ans dans la vie d'une nation? L'essentiel, c'était que, arrivé au terme de ces 10 années, puisqu'il y a la Constitution, ce que j'ai dit là a été coulé dans la Constitution et verrouillé par l'article 220 de cette Constitution, l'essentiel, c'est que, malgré tout, tant bien que mal, lorsqu'on arrive au bout de ces 10 ans, eh ben, c'est un stop impératif. C'est stop impératif, le président de la République ne veut pas de ça, il veut changer la règle du jeu, il voudrait pouvoir créer les conditions à partir desquelles cette constitution serait retouchée, et que, comme en 2003, il puisse en être le premier bénéficiaire et pouvoir ainsi continuer, un peu comme à l'époque du maréchal Mobutu, combien de fois n'étions-nous pas allés à des élections, mais ça n'a pas empêché de rester là pendant 32 ans. Mais revenons un peu aux discussions directes au centre interdiocésain. Beaucoup d'observateurs ont été surpris de voir M. François Mwamba Tchishimbi dans les rangs du rassemblement lors de ces discussions, alors que vous veniez à peine de quitter vos fonctions de coordonnateur de mécanisme de suivi. Et comment, quelle heure répondez-vous? Non, mais je venais là de lever un pan de la voile en indiquant que s'il y a eu le rassemblement, il y a quand même des gens qui, avant que ça s'appelle rassemblement, avant que les gens se retrouvent à Geneva, il y a quand même eu des gens qui ont un peu travaillé pour rendre cela possible. Oui, mais et que donc, vous étiez plutôt dans l'autre camp. Je suis en train de vous répondre. Ma décision de démissionner n'a pas été quelque chose d'improvisé. Je vous ai dit qu'en dès 2014, j'ai pris sur moi en toute responsabilité et compte tenu de ce que j'avais comme rôle. J'aurais pu être le Kodjo, n'est-ce pas? C'est lui qui crée les conditions à partir desquelles cette fameuse réconciliation, à savoir Étienne Tshisekedi d'un côté, Joseph Kabila de l'autre, être celui qui aurait pu faire la facilitation. C'était un rôle naturel que j'aurais pu jouer. Mais puisque je me suis trouvé dans la transparence, ce que je faisais avec le président Tshisekedi était connu du président Kabila. Ce que je disais et faisais avec le président Kabila était connu du président Tshisekedi. L'un, le président Kabila, a refusé d'aller jusqu'au bout de cette logique. J'ai donc quitté. L'autre, Étienne Tshisekedi, jusqu'au bout, est resté logique et constant dans il faut un dialogue et il faut une solution apaisée, il faut aller dans une situation où le président Kabila quitte le pouvoir et tout ça, etc. C'est donc bien de ce point de vue-là que, bien avant la démission, le président Tshisekedi, lui, pas l'opinion, je ne parle pas des journalistes, m'avait en son temps dit: si tu quittes là-bas, ta place est ici. Et donc voilà ce qui explique que, d'une manière, disons, presque automatique, dès que j'ai dit que j'ai démissionné, le lendemain, j'étais reçu par le président Tshisekedi comme étant membre effectif de quelque chose dont on avait parlé et par rapport auquel on avait travaillé des mois et des mois auparavant. Ok, Monsieur François Mwamba, nous avons parlé des 4 premiers mois. Oui. Il reste 8 mois. D'après vous, décembre 2017, on peut avoir les élections? Oui, j'ai dit un oui à la fois massif et responsable. Nous attendons quoi? D'une manière concrète, c'est le fichier. Mois de juillet.
que la CENI nous sorte ce fichier. Aujourd'hui, du point de vue CENI, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune difficulté à nous sortir ce fichier au mois de juillet. Vous avez suivi la déclaration. C'est la condition, excusez-moi, c'est la condition sine qua non pour que, conformément à la loi, il soit possible, dans les 3 mois qui vont suivre, de pouvoir organiser les élections telles que prévues, à savoir au plus tard fin 2017. Donc ces élections restent possibles. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait au mois de décembre? Au mois de décembre, nous n'avons pas seulement rendu possible l'organisation de ces élections au plus tard fin 2017, nous avons identifié toute chose qui, en amont de cette élection, a été utilisée par le président Kabila pour obtenir ce que communément les Congolais appellent glissement, pour refuser, pour organiser, planifier la non-élection. Pour qu'il y ait des élections, encore faut-il que ces élections soient des élections fiables, c'est-à-dire crédibles, sinon ce seront des élections à la Mobutu. Bien de fois, les gens de ma génération se sont rendus aux urnes, ce n'était pas pour obtenir une alternance, c'était en réalité pour plébisciter celui qui était là. Si nous voulons obtenir l'alternance, parce que c'est de cela dont il s'agit de faire en sorte que le président Kabila quitte le pouvoir, eh bien, l'argent qu'il a refusé à la CENI pour l'organisation de ces élections, et ces refus vus comme mécanisme pour ne pas obtenir ces élections, il faut, durant la période qui nous sépare entre le moment où on signe et le moment où on dit qu'il va y avoir des élections, il faut que les choses se passent autrement. Il n'y a qu'une seule façon pour que les choses se passent autrement de ce point de vue, la primature doit revenir au rassemblement. Donc ce n'est pas une question de positionnement pour les membres du rassemblement, il s'agit là d'une question fondamentale, puisque sans cet instrument, sans ce ressort-là, la CENI ne sera pas alimentée, et si la CENI n'est pas alimentée, bien entendu, il n'y aura pas d'élection. Donc nous parlons bien d'élection. Deuxièmement, cette CENI-là est devenue, et tout le monde le sait, une officine auxiliaire du cabinet du chef de l'État. Ce n'est plus cet organisme pour la promotion de la démocratie indépendante et tout ça, etc. C'est devenu un bureau auxiliaire. Alors, que faire pour qu'il y ait élection dans les délais et qualitativement des vraies élections qui conduisent à une alternance? Justement, une question va vous aider à poursuivre. Oui. Monsieur Nanga, Norbert Nanga, le président de la commission électorale, a déclaré à un média quinois, si la violence se poursuit au Kasaï, les élections seront tenues sans le Kasaï. Et vous ne serez même pas candidat. Vous savez, M. Fita, c'est à cela qu'on veut nous pousser. On nous connaît, surtout nos Kassaïens. Écoutez, agiter cela, les Kassaïens ne pourront pas se présenter, ils n'auront pas de députés. Vous verrez, ils vont tous dire, on ne veut pas de ces élections. Et bonne nouvelle, s'ils réagissent comme ça, nous on va continuer à glisser. Arrêtons cela. Il n'y a personne qui est naïf, à commencer par les Kassaïens eux-mêmes. Ce que les Kassaïens veulent obtenir, comme tout autre Congolais, c'est le départ conformément à la Constitution et dans le respect des lois et des règles du président Kabila, de son fauteuil. Ne confondons pas les choses. Là, ce n'est pas une primature ou quelque chose d'autre qui est en jeu aujourd'hui. Cette CENI, pour éviter justement ce genre de situation où le responsable de la CENI vient, au fond, se faire l'écho des petites stratégies, je dis bien des petites stratégies, montées souvent à l'emporte-pièce derrière des bureaux et tout ça, etc., pour arrêter cela. Nous avons mis dans l'accord la nécessité de pouvoir mettre en place un conseil national de suivi qui est en réalité, pour parler d'une manière prosaïque, une ceinture rouge mis autour du bureau de la CENI pour éviter que les gens de la CENI aient prendre des instructions à la présidence de la République, mais aussi pour s'assurer que quand il y a des vrais problèmes, manque d'argent, manque de logistique, ceci, cela et tout ça, etc., qu'il soit possible
à cet instrument, Conseil national de suivi, de pouvoir faire toutes choses nécessaires pour que ces élections aient effectivement lieu. Donc, j'atterris sur ce deuxième point en disant, il est donc nécessaire non seulement que le Conseil national de suivi puisse être mis en place, mais il est indispensable qu'il soit dirigé là aussi par le rassemblement, parce que c'est la garantie que la CENI ne va pas continuer à être utilisée comme caisse de résonance par rapport à des choses qui ressemblent aux dernières déclarations de son président. Quels sont les moyens de pression dont dispose le rassemblement justement pour imposer ce que vous venez de dire? Je complète, Baudouin, ça fait 4 mois, on n'a rien senti du côté du rassemblement, mais dernièrement vous avez pris la grave décision d'actionner l'article 64. Donnez-nous des deadlines. Quand est-ce qu'on est sûr qu'on peut avoir quoi du rassemblement? Le peuple congolais n'a jamais autant souffert qu'aujourd'hui. Je m'incline devant mon peuple et je mesure la responsabilité de ceux qui ont la prétention de pouvoir lui apporter des solutions. Je ne vais donc pas me dérober par rapport à cet état-là de choses. C'est à nous qui avons la prétention de pouvoir apporter des solutions, de les apporter concrètement. Mais cela dit, faites-nous aussi un peu justice, parce que j'entends, on n'a rien vu. Ah non. Je ne voudrais pas comparer. Allez-y, allez-y. Vous avez la parole. Je ne voudrais pas comparer le rassemblement au mouvement En Marche. Mais on a au moins une chose en commun avec le mouvement créé par M. Macron, c'est la jeunesse. Non pas de M. Macron, mais de la démarche. Le rassemblement, c'est quand même quelque chose qui a vu le jour seulement au mois de juin de l'année dernière. Deuxièmement, qu'est-ce que le rassemblement a pu faire depuis un peu moins d'un an maintenant? C'est juin bientôt, ok, disons en gros 1 an. C'est grâce au rassemblement et à la sensibilisation de la population que nous avons fait, qu'il a été créé, établi ce rapport de force. Rappelez-vous du mois de septembre dernier, qui a vu le peuple congolais encadré, le peuple congolais orienté, pour qu'il soit clair que pour le président de la République, Joseph Kabila, pour M. Kabila, ça s'arrêtait en décembre 2016. C'est cette dynamique-là, impulsée, conduite par le rassemblement sous la houlette d'Étienne Tshisekedi, qui a tout de même obligé M. Kabila. D'aucuns diraient, oui, ce n'était que moyen de pouvoir échapper, mais c'est quand même cette pression-là, interne d'abord, mais tout autant extérieure au sens de appuis diplomatiques que la démarche, qui finalement est une démarche populaire, a pu bénéficier. Et c'est tout ça qui a conduit à l'accord de décembre 2016. C'est donc un bébé que nous avons obtenu ensemble avec la population congolaise. Maintenant, l'autre combat, et vous avez raison d'insister là-dessus, c'est quid de la mise en œuvre, puisqu'il ne s'agit pas simplement sur papier d'obtenir un semblant ou un résultat, encore faut-il que ces résultats puissent effectivement se traduire dans le fait. Je l'ai dit, c'est un combat en soi, parce que nous avons affaire à un adversaire politique qui n'est ni sincère, ni sérieux par rapport à je signe et je mets en œuvre, voyez-vous. Il faut un peu de sérieux là-dedans que nous n'observons pas. Je ne voudrais pas pouvoir parler de mauvaise foi parce que je ne suis pas dans la foi. Comment obtenir les moyens de pression dont dispose le rassemblement? D'une part, nous comptons sur notre peuple puisque c'est son propre combat. Ce que nous avons fait jusqu'à présent doit pouvoir être amplifié. C'est là la référence que nous faisons pour que les choses soient claires.
à la fois que ce combat va se poursuivre avec détermination d'une part, mais que d'autre part, cela se fera conformément à notre Constitution, donc la référence à l'article 64 de la Constitution d'une part. Nous allons poursuivre également ce que nous avions déjà commencé, à savoir des démarches au niveau diplomatique que nous allons intensifier, puisqu'aujourd'hui et désormais, je dirais, nous avons un instrument commun entre le peuple congolais et ses partenaires extérieurs, c'est cet accord pour lequel chacun s'est battu pour qu'il soit obtenu. Nous avons cet instrument commun, nous allons pouvoir en faire véritablement le fer de lance des combats dont nous avons indiqué que les précisions que je ne pourrais pas donner ici vont être levées sous forme d'options à notre prochain conclave que nous avons annoncé le 1er mai. Ce conclave va se tenir maintenant dans les quelques jours qui viennent, et que donc à cette occasion, nous indiquerons à notre peuple et à l'opinion nationale et internationale très clairement quelle va être la nouvelle feuille de route, qui postule aussi que nous prenions acte de ce à quoi on assistait ces derniers temps, qui a pu créer une certaine confusion, à savoir qu'il y aurait des ailes, nous ne sommes pas des oiseaux, mais bon, on nous prête d'avoir des ailes et tout ça, etc., du rassemblement. Tout ça va être, bien entendu, clarifié, et donc cette feuille de route, je vous invite un petit peu de patience, et dans les quelques jours qui viennent, ce seront des décisions communes, collectives, que l'ensemble de plateformes qui constituent le rassemblement vont pouvoir lever en termes d'options. C'est simplement une question de jour. Bon, une question. Vous avez cité Étienne Tshisekedi, le regretté président de l'UDPS et du Rassemblement. Vous avez cité les pressions diplomatiques. Justement, ne pensez-vous pas que depuis la disparition d'Étienne Tshisekedi et le changement à la tête de l'administration américaine, que le Rassemblement a perdu, ou je dirais plutôt les rapports de force entre le Rassemblement et le pouvoir kabyliste sont déséquilibrés au profit du régime kabyliste? Oui. Vous demandez mon point de vue, je vous le donne tranquillement. Avons-nous perdu quelque chose? Nous, au Rassemblement, oui. C'est Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Cette icône, ce symbole, ce charisme, aucun de nous, pris individuellement, n'est en situation de pouvoir le remplacer. Oui, ça, c'est une grosse perte. Mais je ne pense pas que, pour autant, si nous regardons les choses non pas en termes d'individus, mais en termes d'organisation, en termes de structure, en termes d'un combat que je qualifie de combat d'un collectif, que cette perte ne puisse pas trouver compensation et voire même nous permettre d'aller au-delà, puisque finalement le plus important ce n'était pas la présence physique de Étienne Tshisekedi, c'est sa pensée, c'est son esprit, et ces choses-là, bien heureusement, n'ont pas disparu. À nous, en effet, lorsque j'indique qu'il va y avoir un conclave, lorsque je dis que nous allons intensifier, il s'agira aussi, bien entendu, de créer les conditions à partir desquelles, y compris donc sur ce terrain des appuis extérieurs, d'obtenir, voire davantage que lorsque Étienne Tshisekedi lui-même était là, puisque quelque part, c'était aussi un homme qui était craint. Tout n'était pas que élément favorable par rapport à des appuis notamment extérieurs lorsqu'on s'appelle Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Et donc, c'est à nous de montrer notre capacité en tant que collectif de pouvoir amener notre peuple à ce qu'il souhaite, c'est-à-dire être un peuple issu d'un pays normal, qui fonctionne avec des institutions codifiées dans une constitution que tout le monde respecte et où la compétition
quant à savoir qui doit pouvoir diriger, c'est fait sur base de programmes, à l'occasion des élections qui donnent la possibilité, dans la transparence et la vérité, à ce peuple de choisir ses dirigeants. C'est ce Congo-là que nous voulons, un Congo qui, si tel était le cas, nous aurions donc un pays non seulement en paix, mais un pays stable, toutes conditions sine qua non, pour que les questions économiques et sociales puissent trouver des réponses adéquates. Donc voilà mon sentiment, et que nous avons effectivement perdu quelque chose d'essentiel, mais que pour remplacer Étienne Tshisekedi, c'est pas une histoire de c'est qui va pouvoir et tout ça, etc. Je pense que la réponse est collective, et vous allez voir à l'occasion de ce conclave qui arrive que cette réponse collective sera là. Merci beaucoup, Monsieur François Mwamba Tshishimbi. Chers lecteurs, chers amis téléspectateurs, amis du Congo, nous prenons bonne note que nous devons prendre un peu de patience, qu'il y ait le conclave du rassemblement et qui donnera les modalités d'application de l'article 64, comme cela a été dit le 1er mai. Et on ne pourrait pas aller vers la fin de notre émission sans parler un peu plus de feu Étienne Tshisekedi. Son corps rentre le 12 mai. Hier, il y a eu une réunion de ce qu'ils appellent eux-mêmes, entre guillemets, des communicateurs du clan Kabila. Apparemment, ils ont senti dans la population une certaine fièvre. Il y a des mandalas là qu'on met à toutes les maisons, à toutes les voitures. Et il y a une certaine fièvre dans ce camp-là. Vous, personnellement, comment voyez-vous le retour du corps d'Étienne Tshisekedi et comment le peuple pourrait accueillir cela? Est-ce que le pouvoir n'a-t-il pas peur que quelque part il puisse y avoir, je ne dirais même pas un dérapage, mais je n'irai pas jusqu'à dire soulèvement populaire, mais comment vous entrevoyez ce retour d'une icône comme Étienne Tshisekedi? Qui a peur de Étienne Tshisekedi? Qui a peur de la dépouille, et pourquoi aurait-il peur de la dépouille, le retour de cette dépouille d'Étienne Tshisekedi dans son pays? Qui se sent mauvais, dirait-on, se mouche. Non, en ce qui nous concerne, en accord avec la famille biologique de notre feu président, Mokolomba, les choses sont très claires. On doit pouvoir procéder à son inhumation, et cela ne peut avoir de sens que dans son pays. Il a tant donné, voyez-vous. Il a tant fait espérer ce peuple qu'il n'a pas d'autre place pour être enterré que dans son propre pays, d'une part. D'autre part, oui, notons que ce n'est pas un homme ordinaire. J'ai indiqué tout à l'heure. Ce qu'il dit, ce n'est pas un homme comme Mwamba, comme d'autres personnes. C'est tout un symbole. À lui tout seul incarne l'idée que l'on se fait de la nation congolaise, et que donc il y a cette fièvre justifiée, il y a effectivement cette préparation, y compris le parti, l'UDPS, a indiqué par la voix de son secrétaire général Kaboun, que effectivement non seulement ce corps est attendu le 12, mais l'opération comment on dit à Lingala ? Mandala, là, tout ça, etc., qui avait déjà commencé, et tout ça, etc. Mon propre véhicule à Kinshasa circule depuis le mois de février avec des mandalas, là, tout ça, etc. Ça va, et ça doit pouvoir se faire. Maintenant, chacun doit pouvoir prendre ses responsabilités. Lorsque c'est un symbole de toute une nation qui est concernée par un événement comme celui-là, l'État doit pouvoir prendre ses responsabilités. Et ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous avons évité, avec la famille, d'aller à l'affrontement, puisque semble-t-il, il y a des gens qui en ont peur. Bon, on se demande pourquoi. Mais bon, cela dit, on l'a évité jusqu'à présent. Mais jusqu'où allons-nous aller dans cet exercice un petit peu du chat et de la souris? Je pense que maintenant, définitivement, chacun doit prendre ses responsabilités. Le retour de la dépouille n'est pas une opération politicienne. Est-ce que tout le monde l'entend ainsi? J'espère. Le retour est effectivement quelque chose qui n'est pas quelque chose d'ordinaire et qui stipule
que l'État s'implique, et j'en appelle au bon sens de ceux qui sont encore au pouvoir aujourd'hui, de créer les conditions à partir desquelles, en termes de sécurité, en termes d'accompagnement, cet événement qui touche à la famille, politique, mais aussi qui touche à toute la nation congolaise, puisse se dérouler dans la paix et dans la discipline. Il n'y aura aucun mot d'ordre, ni de la famille politique d'Étienne Tshisekedi, appelant au désordre. Encore faudrait-il que ceux qui ont en charge ces aspects-là prennent eux également non seulement cet engagement, mais puisque c'est à eux de le faire, s'organisent pour que ça se fasse. Quand ils veulent empêcher la marche, ils prennent des dispositions, 4 heures, 3 heures du matin, tout ça, partout, ils quadrillent les cas et machin. Donc aujourd'hui, pour faire aboutir dans la paix et la sécurité une opération comme celle-là de retour de la dépouille d'un homme qui n'est pas un homme ordinaire, je suis convaincu que s'ils le souhaitent, s'ils le veulent, ils ont les moyens de pouvoir le faire. S'ils ne le faisaient pas, je vais dire, une fois de plus, la population, elle, va accueillir, pleurer et enterrer son héros national. Bien, nous sommes pratiquement vers la fin de notre émission. Nous avons pratiquement abordé tous les sujets brûlants de l'heure, à moins qu'il y ait un élément avant qu'on atterrisse. Monsieur Bruno Tshibala Nzenze, ancien porte-parole du Rassemblement et secrétaire général adjoint de l'UDPS, a été nommé Premier ministre depuis le 7 avril. Donc la surprise générale. J'ai ici un ouvrage que vous avez publié en mars 91. Le Zaïre peut-il sortir de l'impasse? Apparemment, 26 ans après, le sujet est toujours d'actualité. Est-ce qu'on est sorti finalement de cette impasse? Hélas, non. Et j'ai bien peur que nous ne soyons pas à la veille de cela à cause des hommes et de leur comportement. Vous parliez de la nomination d'un Premier ministre au mois de février, mais il y a un accord qui a été signé. Il y a une règle très claire qui est stipulée dans cet accord, à savoir que le Premier ministre vient du Rassemblement. Je souligne en passant que quand on dit Rassemblement, encore faut-il savoir de quoi on parle. Le Rassemblement est un regroupement des plateformes. Ce n'est pas un regroupement des individus. Ce n'est même pas un regroupement des partis politiques. Ce sont des plateformes. Lorsqu'on dit G7, AR, lorsqu'on dit Dynamique, lorsqu'on dit G14, etc., il y en a 9 au total. Et ce sont deux regroupements des partis politiques devenus des plateformes. Et ces plateformes sont dans une méga plateforme qui s'appelle Rassemblement. Vous citez la personne désignée par le président Kabila au titre de Premier ministre, et lorsque tout le monde, en s'est compris la Cinco et nos partenaires extérieurs, mais chaque Congolais considère que c'est une violation de ce qui avait été signé, en voici donc le fondement. Lorsqu'un individu, quel qu'il soit, veut régler ses propres problèmes en tant qu'individu, il ne faut pas nous renvoyer cela en disant, voilà, cette personne vient du Rassemblement. Ce ne sont pas des individus qui sont dans le Rassemblement, ce sont des plateformes. Et à ma connaissance, il n'y a aucune plateforme du Rassemblement qui ait pu donner le moindre nom au président Kabila, conformément à ce qui a été signé pour que soit désigné un Premier ministre. C'est une violation totale qui, malheureusement, nous renvoie en arrière, nous renvoie en 1991, c'est-à-dire à cette période qu'on avait cru révolue, à partir du moment où tout de même, plus de 30 ans après, on doit pouvoir effectivement considérer qu'il y a quand même du chemin parcouru en tant que nation, mais malheureusement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, j'ai peur qu'effectivement l'impasse dont je faisais déjà l'écho en 91 demeure. On n'est pas découragé. Mais est-ce que... Ce que nous pensons, c'est qu'avec le peuple et avec nos partenaires, nous devons pouvoir arriver à renverser les choses. Un passage a retenu mon attention dans votre ouvrage. Vous dites que les ambitions des hommes viennent à tenir lieu de projets politiques. Est-ce que l'impasse dont vous parlez ici ne serait pas due à ces allées et venues entre l'opposition et le pouvoir
par des acteurs politiques. En partie pour régler ce problème, je répète, on a appelé à Genval une logique à partir de laquelle, en partie pour régler ce problème, l'accent n'est pas mis sur les individus et leurs ambitions individuelles, mais sur des projets portés par des structures par ailleurs appelées plateformes. C'est une des manières de tenter de résoudre un problème qui, lorsque l'accent est mis sur les individus, on assiste à ce balai indécent, à ce balai inqualifiable qui fait que notre population ne trouve pas son compte. Est-ce que, en ayant fait cela à Genval, on a résolu tous les problèmes? Non, on n'a pas résolu tous les problèmes. Oui, il s'agit d'une démarche par rapport à laquelle il ne faut pas baisser la garde. Nous allons tenir notre conclave. Il va être très clairement indiqué dans quelle mesure ce qui s'est passé ne concerne pas le rassemblement, à savoir les plateformes qui la constituent. 2, que notre projet est intact. Il s'agit d'obtenir le départ du fauteuil présidentiel. Je regarde la caméra en face de M. Joseph Kabila en tant que président de la République. Ce qui est poursuivi par le rassemblement, c'est cela, et on doit pouvoir créer les conditions à partir desquelles cela s'est fait par des élections, mais des élections transparentes, véridiques et crédibles, et toutes choses qui postulent effectivement que pendant un certain temps qui nous sépare de cet événement appelé élection, les instruments essentiels à l'organisation des élections ne soient pas laissés entre les mains du président Kabila. Je parle de la primature, je parle de la CNSA, et c'est pour cela que les personnes qui ont été désignées par nous, ensemble des plateformes, ce sont ces personnes-là que nous entendons voir exercer ces fonctions-là, à savoir Félix Tshisekedi en ce qui concerne la primature, Pierre Lumbi en ce qui concerne la CNSA. Il s'agit là de faire en sorte que, à défaut d'éviter que, à défaut d'en avoir le droit et le pouvoir, par l'astuce et la manœuvre, le président Kabila puisse récupérer la situation qu'il a utilisée, les situations qu'il a utilisées pour créer les problèmes qu'on appelle aujourd'hui crise en République du Congo, qui en réalité résulte de la posture d'un seul homme sur 80 millions qui ne veut pas respecter la Constitution et qui pense qu'il est peut-être plus congolais qu'un autre. Et donc la réponse que nous donnons est une réponse constante. Monsieur le Président de la République, vous avez fait vos 10 ans, la Constitution vous interdit d'aller plus loin de ce point de vue, il en sera ainsi. Merci beaucoup, Monsieur François Mwamba Tshishimbi. Ça a été un plaisir pour CongoIndépendant.com, représenté par Boudouin Bawechi, et checkfitanews.net, de vous recevoir. Mais avant de nous quitter, j'aimerais que vous vous adressiez au peuple congolais. Vous l'avez fait, mais je vais recadrer davantage. Ouais. Nous sommes au mois de mai. Il nous reste 8 mois pour que la petite transition se termine. Quoique, à l'accord, vous n'avez pas préféré ce terme-là. Est-ce que le peuple congolais, quoi qu'il arrive, peut espérer que, grâce au rassemblement appuyé par le peuple congolais, on puisse arriver à l'alternance fin décembre 2017? Oui, je regarde mon peuple au fond des yeux et je dis que ce qui a été signé en décembre 2016 l'a été en son nom et pour lui. Il est clair que le seul objectif poursuivi par le rassemblement, c'est le départ du fauteuil présidentiel qu'il occupe encore aujourd'hui de M. Joseph Kabila. Cela doit pouvoir se faire à travers des élections libres et crédibles. Est-ce que c'est encore possible de les faire dans les délais qui ont été consignés dans l'accord? Ma réponse est très claire, oui. Il y a 2 conditions. La condition pour que, du point de vue de la loi, nous puissions effectivement aller à ces élections, c'est le fichier. Il est en construction au niveau de la CENI. On entend parfois des
des échos du genre oui, insécurité et tout ça, etc. Ni. Il faut que ce fichier sorte au mois de juillet. Deuxièmement, ce sont les conditions matérielles d'organisation de ces élections. Nous aurions aimé effectivement qu'au lendemain du 31 décembre, les choses se mettent en place du point de vue primature, du point de vue CNSA, pour que de ce point de vue, les choses puissent être à la fois accélérées et encadrées. Rien n'est perdu aujourd'hui, au bout des 4 mois. Rien n'est perdu, puisqu'il ne s'agissait pas non plus de créer une transition du type jouissance. Hein? On va aller là-bas, on va être ministre, on va... Non, il s'agissait de pouvoir créer les conditions pour aller aux élections. Je répète que ces conditions, dans leur substance, demeurent positives. Si nous avons un fichier en bonne et due forme, au mois de juillet, il sera possible d'aller à ces élections, et ces élections auxquelles le président de la République ne doit pas pouvoir se présenter. Toutes ces autres questions sont des questions périphériques. Si le fichier est là, on va pouvoir l'évaluer en ce moment-là, mais qu'il sorte d'abord. On évaluera les conditions dans lesquelles le Kassaïen, ou je ne sais pas quoi, tel est là, tel autre n'est pas là. Mais il nous faut ce fichier, il faut que ce fichier d'abord sorte. Cette évaluation va se faire et on en tirera toutes les conséquences en ce moment-là. Donc, battons-nous pour le respect de l'accord, battons-nous pour que ces élections se fassent, soyons vigilants par rapport aux manœuvres telles que distillées par la CENI. Aujourd'hui, que personne ne vienne tromper le peuple congolais. Ils ont en charge de sortir un fichier, que ce fichier-là sorte. Ce n'est pas à la CENI de l'évaluer. Lorsqu'il sera sorti, la classe politique et les Congolais vont l'évaluer et sauront ce qu'il faut faire par rapport à cela. Il reste possible qu'on en finisse avec le président Kabila conformément à la Constitution au plus tard le 31 décembre de cette année. Monsieur Fita, je voudrais pouvoir revenir sur cet aspect extrêmement important qui concerne l'appel que le rassemblement lance à la population en disant il y a l'article 64 et peut-être que voici venu le moment de pouvoir actionner cela. J'ai dit cela pourquoi? Parce que depuis le 19 décembre 2016, le président Kabila a cessé d'être Monsieur le Président en vertu de notre Constitution. Il n'est plus ni légitime, ni légal. Du point de vue de notre Constitution, ça s'est arrêté effectivement le 19 décembre à minuit. Pour autant qu'il soit encore là, c'est en vertu de l'accord qui a été scellé le 31 décembre 2016. C'est cet accord qui vient corriger les silences qu'il y a dans notre Constitution, et pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer, c'est donc par une lecture combinée à la fois de cet article, de l'article... l'article... Non, une lecture, c'est en vertu... Il faut pouvoir effectuer une lecture combinée entre notre Constitution et l'accord. Puisque c'est cet accord qui confère aujourd'hui à M. Kabila la qualité de président de la République. Or, voici que lui-même refuse d'appliquer cet accord. Il est donc en train de scier quelque part la branche sur laquelle il est assis. S'il n'y a pas de mise en œuvre de l'accord, alors M. Kabila n'est ni un président légitime, ni un président légal. Or, ceci est textuellement stipulé dans l'article 64 de notre Constitution, lorsque, à l'absence de la légalité, à l'absence de la légitimité, un individu, qui que lui soit, veut exercer le pouvoir par défi, par la force, le peuple doit pouvoir le stopper. Et c'est cela le sens de notre appel, de deux choses l'une, où M. Kabila contribue, et il peut le faire encore aujourd'hui, à ce que cet accord puisse être mis en œuvre d'une manière complète. Nous insistons sur l'aspect complet, ou si tel ne veut pas être le cas, il se met lui-même en situation qui va faire en sorte que va et doit en ce moment-là lui être appliqué l'article 64 de notre Constitution.
Monsieur François Mwamba Djishimbi, nous vous remercions beaucoup de vous être, d'avoir répondu à notre invitation pour cette émission Congo-Kinshasa, vue de Bruxelles. Chers amis lecteurs, chers amis téléspectateurs, amis du Congo, ça a été aussi un plaisir pour congoindépendant.com et chefnews.net d'être chez vous grâce aux images que vous fait parvenir notre réalisateur, M. Gérard Kanamassa. Nous remercions en passant notre consoeur Marie-Henriette Louvengika qui est dans les coulisses avec nous pour la finalisation de cette émission. Encore une fois, merci de nous avoir accueillis chez vous et à la prochaine émission.